Pourquoi ne jamais parler des athées? Est-ce à ce point tabou? Alors voilà, je savais qu'on nous taxerait de tabou. Non, mais simplement, c'est difficile de trouver une église où ils se rassemblent, par définition. Donc, est-ce qu'il faut le considérer par défaut que tous ceux qui ne sont pas des pratiquants sont des athées? Non. Il y a les agnostiques, il y a les croyants non pratiquants. Enfin, il y a toute une gamme, tout un camailleux de gens qui ont un rapport avec la religion assez élastique. La France est-elle le seul pays européen à avoir ce type de débat? Ah ben certainement pas. Alors, ce débat, il se pose dans tous les pays européens, chacun avec son substrat historique, avec ses références idéologiques, avec parfois ses églises officielles. Le problème se pose de partout, et je crois encore que la référence au droit, c'est une référence qui est simplement régulatrice. Je crois que nous sommes devant des faits de civilisation à construire. Nous sommes en train de construire avec beaucoup de difficultés une civilisation dans laquelle les religions et les confessions, au lieu de s'entre-exclure et de s'entre-exterminer, apprennent d'abord à se connaître, d'où le rôle des sciences humaines, des universités, etc. dont d'ailleurs le fait religieux a été exterritorialisé pendant des décennies. Ça revient actuellement dans l'université, l'étude du fait religieux. Donc on apprend à construire tout ça avec patience. Il ne faut pas avoir des attitudes comminatoires, et en même temps il ne faut pas se dire mais les questions qu'on me pose ce sont des offenses, ce sont des crimes de lèse-majesté. Il faut apprendre à répondre aux questions qui se posent. Juste une question, est-ce que vous pensez que l'avenir du catholicisme en France aujourd'hui, ça continue de se jouer à Rome, ou d'être déterminé par Rome? Est-ce que vous pensez que l'avenir des musulmans français, ça se joue avec la place de l'islam dans le monde, ou est-ce qu'on échappe à ce genre de contingence? Mais encore une fois, il faut prendre... C'est comme le nuage de Tchernobyl, vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre conscience, encore une fois, de l'histoire des chantiers qui se sont ouverts. Si je prends l'exemple du dialogue entre juifs et chrétiens, notamment entre juifs et catholiques, mais ça fait un demi-siècle qu'on y travaille. Et quand on se rapporte au dernier livre de Benoît XVI sur Jésus, mais ce qu'il dit du procès de Jésus, ce qu'il dit de la non-culpabilité du peuple juif, mais c'est une véritable révolution théologique. Ça a demandé des décennies de travail. Vous vous rappelez de quand ça date? Il y a à peine quelques semaines. Oui, il y a à peine. Oui, non, mais voilà, c'est juste pour vous dire. Non, mais pour vous dire que c'est un chantier très très long. Voilà, non, mais ça a duré 2000 ans, en gros, cette histoire-là. Ça a duré 2000 ans, mais l'important c'est que ça aboutisse. Et deuxièmement, avec l'islam, le dialogue interreligieux en France avec l'islam est encore un dialogue jeune. C'est un dialogue qu'il faut nourrir. C'est un dialogue qu'il faut étayer avec confiance. Et avec ces deux conditions, on ne choisit pas les questions qui se posent, on tente d'y répondre. La laïcité est-elle un problème de société ou un problème électoral? Christophe Barbier. Les deux, mon capitaine. C'est un problème de société permanent depuis 2000 ans et pour encore des millénaires. En permanence, il faut en débattre, en parler, parce qu'en permanence, le fait religieux bouge. Et puis, de temps en temps, il y a des élections, et là, la laïcité est un enjeu électoral. Pourquoi c'est revenu si violemment dans notre débat? Parce que Marine Le Pen a pris prétexte de quelques musulmans qui n'ont pas de place dans les mosquées, qui sont donc obligés de prier dans la rue, pour parler d'occupation. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'il fallait qu'elle fasse un virage à droite pour contrer Bruno Gollnisch dans une bataille interne au Front National. Donc elle avait voulu montrer qu'elle avait des muscles, elle aussi. Et ça a enflammé le débat, parce que derrière, la gauche a réagi, la droite a réagi, et il y a un état de panique électorale à l'UMP qui les a amenés à s'en emparer. Donc voilà, maintenant, les élections, c'est aussi un moment où on parle des problèmes de société de manière binaire, parfois caricaturale. C'est justement ce modèle démocratique qui a ses défauts et ses qualités. Quelle est la religion dominante en France? Oh, ben, il y a plus de religion dominante. Il y avait une religion qui était hégémonique en 1905 et qu'on a voulu tenir vraiment en bride. C'est la religion catholique. Il faut rappeler qu'en 1905, la religion catholique, c'est la religion qui est ultra majoritaire démographiquement, avec des petites minorités qui sont à peu près commensurables et qu'on apprend à gérer. D'ailleurs, du point de vue de la science politique, le rapport avec ces minorités est en train de fausser la perception qu'on a actuellement de la minorité religieuse. Parce que les juifs, enfin, on a appris à régler les problèmes qu'ils posaient, malheureusement, on sait comment. Les protestants, c'était la même chose. Avec l'islam, c'est toute une autre affaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'islam... Vous avez compris, pardonnez-moi, la perception de la question. Le sous-entendu, il était de dire que la religion qui est en train de devenir dominante, ou en tout cas perçue comme telle, c'est la religion musulmane. Là où, par exemple, Olivier Bobineau nous sort des chiffres en disant, mais attendez, on se trompe complètement, on est en train de parler d'une infime minorité de gens qui sont ultra actifs. Avec votre permission, la religion qui doit devenir hégémonique en France, c'est la religion de la coexistence.
Voilà. Et si on a une minute tout à l'heure, je vous parlerai de la typologie de Georges Bastide. Je vous dis tout de suite qu'on n'aura pas le temps. C'est joli comme projet, mais c'est pas toujours vrai dans les formes. De toute façon, Yves Calvi, on ne peut pas répondre à votre question, puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques ni religieuses en France. Mais je pense que c'est l'une des raisons de cette inquiétude diffuse, qui parfois est une angoisse des Français, effectivement, c'est qu'ils se posent cette question-là aussi. Le catholicisme est majoritaire, mais pas dominant, on peut le dire comme ça. Que fera l'État lorsque les musulmans demanderont des écoles musulmanes sous contrat comme les écoles catholiques? Il y en a. Il y en a une, je crois, à Lille, on en parle autour de 2, 3, voilà, il y a un début. Mais sous contrat, c'est formidable le contrat. Ça veut dire la République dit aux religieux, bon, vous avez le droit de faire passer des valeurs en plus d'un corpus sur lequel on ne transige pas. Il y a un contrat, ça c'est très bien. Pourquoi autant de signes religieux aujourd'hui et pas hier? Est-ce que vous corroborez l'analyse de cette question et comment y répondez-vous, Olivier Bobineau? Je reprends l'espace public. L'espace public, il est à nu en termes de sens. Il se trouve que malgré tout, on ne peut pas vivre sans éthique, sans rapport moral aux autres, et que les religions, depuis des lustres, elles portent en elles ces signes, ces symboles. Et je reprends la définition et l'étymologie de symbole. N'oublions pas que le symbole, c'est ce qui réunit. Et donc dans un espace public où il n'y a pas de religion dominante, les personnes manifestent par des signes religieux les symboles. En ce qui concerne, dans une société en quête de sens. concerne les burqas dont vous nous avez dit qu'elles n'existaient pas en France aujourd'hui, au sens strict du terme, en tout cas, elles séparent de fait. Juste un mot, si on prend votre chiffre en disant il y a 2% de gens qui sont des ultra provocateurs aujourd'hui dans la religion musulmane, excusez-moi, si on prend les chiffres du ministère de l'Intérieur et qu'on estime que les musulmans français sont 6 millions, ça fait 120 000 personnes. Non, ça vous inspire aucun autre commentaire? Je ne vais pas faire du comparatisme religieux, mais voilà, combien de pourcentage d'intégristes, de radicaux, voilà, il faut pas rentrer là-dedans. Et en même temps, je pense que, faut pas fantasmer. Il faut rentrer là-dedans et protéger les musulmans contre ces radicaux. C'est tout. Il faut les protéger eux. En ne stigmatisant plus. Merci infiniment les uns et les autres. Rediffusion de cette émission ce soir à 22h45 sur le câble, le satellite, la DSL et la télévision numérique terrestre. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Il sera 17h45. Auparavant, vous aurez rendez-vous avec mon camarade Axel de Tarlet et son invité. Merci à nos invités, merci à vous de nous suivre et à demain.